Les Occidentaux surveillent de très près la flotte nucléaire russe dans les eaux européennes et ce sont les sous-marins qui préoccupent particulièrement nos responsables militaires. Oui, et c'est la principale inquiétude des généraux européens. Yves Déogradé, français, américains, italiens ou encore britanniques alertent sur le déploiement important de ces sous-marins russes dans les eaux européennes. On pourrait croire que la guerre en Ukraine mobilise la plupart des moyens militaires de la Russie. En réalité, bien au contraire, Vladimir Poutine continue de renforcer, muscler sa présence sous les eaux. À l'échelle mondiale, les Russes possèdent tout simplement la deuxième flotte de sous-marins nucléaires avec une vingtaine d'engins juste derrière les États-Unis. Une menace, vous l'imaginez, prise très au sérieux par les Européens parce que selon plusieurs experts, les missiles nucléaires à bord de ces sous-marins ont une portée de 5000 km et sont capables de raser les plus grandes villes d'Europe. Et les sous-marins de Poutine sont donc régulièrement aperçus le long des côtes européennes. Oui, mais il ne faut pas remonter bien loin pour observer la présence de submersibles russes près des côtes européennes. En décembre dernier, c'est la Royal Navy qui annonçait avoir traqué pendant 3 jours un sous-marin russe dans la Manche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Londres ne s'est pas laissé faire. Un mois plus tôt, en novembre 2025, rappelez-vous, un navire russe avait été détecté dans les eaux britanniques. Et regardez ce qu'avait alors répondu le ministre de la Défense britannique, John Healey. Mon message à la Russie et à Poutine est celui-ci. On vous voit, on sait ce que vous faites. La Royal Navy qui par ailleurs compte elle-même une présence importante de sous-marins dans nos eaux européennes. Oui Yves, regardez cette carte qui va s'afficher, elle symbolise le passage Giuk, une ligne imaginaire allant du Groenland au Royaume-Uni en passant par l'Islande. Et ce passage, justement, il est hautement stratégique, vous vous en doutez, parce qu'il permet aux Britanniques et à leurs alliés de l'OTAN de museler la marine russe dans un périmètre bien restreint et ainsi de pister les sous-marins déployés dans la région. Un dispositif essentiel car, selon Londres, l'activité des sous-marins nucléaires russes dans les eaux britanniques a augmenté de 30% sur les 2 dernières années. Pierre-Olivier Danton, merci Pierre-Olivier. Dites-moi, il y a une circulation absolument incroyable dans nos eaux européennes dont nous n'avons pas conscience. Enfin, pas vous évidemment oui, mais le grand public et moi-même journaliste, Non, mais très peu. j'oserais dire rien de nouveau sous la mer. Ça me rappelle tellement toute la période pré-90 dans laquelle toute cette zone était en permanence sillonnée par des sous-marins russes, bien sûr, mais dans lequel c'était un point d'effort de l'OTAN avec des vieux souvenirs. C'est l'époque où les convois atlantiques, vous savez, venaient des États-Unis vers l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, et où en fait l'Atlantique Nord était l'objet de chasse de sous-marins. Alors là, la différence, bien sûr, c'est qu'on est passé à des sous-marins nucléaires, donc c'est considérable, mais sur le travail, moi, pour beaucoup de choses, hein, comme pour ce qu'on fait face au front de l'Est, on en revient au principe qu'on avait avant 1990. La flotte russe, la flotte de sous-marins russes vient essentiellement de Mourmansk. Donc Mourmansk, si on voit sur la carte, c'est au-delà de la Norvège, hein, c'est tout à fait au nord, et donc passe par ces passages. Et donc pour ça, il y a des lignes de balises qui sont au fond de la mer, qui sont chargées de les détecter leur passage. Et quand c'est détecté, on se les passe de la marine britannique, norvégienne, à la marine française pour les poursuivre en permanence. Vous nous dites qu'on sait en permanence où ils se trouvent. Alors, je ne garantis C'est bizarre, pas à 100%, j'ai du mal à le croire. mais on fait l'effort pour savoir qu'ils y soient en permanence. Je ne garantis pas. C'est le jeu du chat et de la souris. Hein. Eux cherchent à échapper, nous cherchons à les traquer. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on se préoccupe de ça parce qu'on est en période conflictuelle avec la Russie. Avant 1990, on était en période conflictuelle avec le pacte de Varsovie et la Russie. C'était pareil. Pardonnez-moi, est-ce que c'est une menace, qu'on le veuille ou non? De fait, oui. Oui, bien sûr, c'est une menace. C'est une menace qui doit être prise en compte. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'on vient des vieux réflexes, avec des moyens bien plus modernes, bien sûr, mais qui sont chargés de poursuivre, de repérer en permanence. Et alors, je souligne un petit point, parce qu'on en a parlé il y a plusieurs semaines, des sous-marins qui font surface. Vous savez, quand on dit on les voit pas loin. Bon, par définition, s'ils font surface, c'est pour qu'on les voit. Et si on les voit, c'est pour qu'on fasse ces commentaires ici, en disant, regardez, il y a des sous-marins qui passent. Quand ils sont sous la mer, nous, on les voit pas. Maintenant, les marines, elles, les repèrent et les poursuivent. Et c'était l'objet du ministre britannique qui disait, on vous voit, même si vous êtes sous l'eau, on vous voit et on vous poursuit.
Hélène Bonnet. Oui, c'est du signalement stratégique, effectivement, quand un sous-marin se montre comme ça. Mais tout le monde fait pareil. Vous avez Donald Trump qui l'avait fait également en disant « je vais envoyer des sous-marins au large de la Russie ». Et pourquoi cette zone ? Oui, parce qu'il y a cette base de la flotte du Nord qui est au nord de Mourmansk. Et puis la Russie, elle doit aussi protéger sa zone d'influence, sa route du Nord. Et elle est très empêchée dans d'autres zones du monde. On pense à la mer Noire, on pense à la mer Baltique. Donc il y a aussi tout ce passage à cet endroit parce que c'est une zone où elle peut se développer. Mais alors, si vous voulez, vous êtes en train de nous expliquer qu'on est dans la norme, sauf qu'on est dans une période où la planète vit des tensions absolument... C'est moins rassurant de les voir apparaître comme ça, d'autant plus que vous avez un Vladimir Poutine qui en joue. Oui. Récemment, combien de fois on l'a vu inaugurer un nouveau sous-marin, ce fameux Poséidon qui est censé être un drone sous-marin qui porte une charge nucléaire. Donc voilà, les Russes en jouent aussi. C'est une manière de menacer, de montrer qu'on est fort et de montrer de dire on est là. Qu'on ne se méprenne pas. Quand je dis qu'on est dans la norme, simplement, je veux dire par là que on a vécu une période de 30 ans dans laquelle on croyait que tout allait bien, la paix était là, éternelle, etc. Oui. Il faut se souvenir... C'était pas mal, 1968. Oui, non, mais ça, on ne le conteste pas, mais entre 1945 et 1945 et 1990, on était dans la tension permanente. Et ce travail se faisait tout le temps. Et on l'a oublié. Et aujourd'hui, on le redécouvre. C'est tout ce que je veux dire. Pardonnez-moi, mais l'engagement russe en Ukraine lui permet quand même cette présence massive dans nos eaux ? Oui, parce que, comme vous venez de le dire très bien, c'est la marine russe qui est contrainte. En mer Baltique, en mer Noire, elle est contrainte. Et donc, où sont ces bases ? Mourmansk, très au nord, ou Vladivostok, en Asie. Donc voilà, c'est les seules bases dont ils disposent vraiment. Donc ne nous trompons pas, c'est la marine russe qui est contrainte. Au passage, la marine russe n'a jamais remporté aucune victoire. Faut remonter avant 1905, elle n'a jamais remporté... Le Potemkin, ça s'est mal terminé. Tout ça, la marine russe, et là, souvenez-vous, l'Ukraine, sans marine, a réussi à réduire la marine russe aux côtes russes, les a pourchassés, sortis de Sébastopol et de la Crimée, et ils sont bloqués sur la côte russe, tout à fait à l'est, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc la marine russe est dans une situation... Historiquement, et en ce moment, nous dites-vous. En ce moment, particulièrement à cause de l'action ukrainienne dans la mer Noire. Vincent Crozet. Oui, non, Dominique a tout à fait raison. La marine russe est contrainte. Effectivement, elle ne peut pas sortir de la mer Noire puisqu'elle est bloquée par le détroit du Bosphore. Ensuite, il faut éviter une confusion. Il y a 13 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui, eux, sont invisibles et ne sont pas soi-disant détectables, puisque c'est l'arme stratégique ultime dont dispose la Russie et les nations occidentales. Et puis, il y a entre 25 et 28 sous-marins nucléaires d'attaque, donc qui ont un réacteur nucléaire leur permettant donc de se mouvoir, mais qui n'ont pas d'armes nucléaires à bord, et qui, effectivement, sont des armes de provocation, pouvant même servir d'armes... Des armes de provocation. Et même de diversion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pendant qu'ils se baladent et qu'ils se montrent, qu'ils sont visibles au large des côtes britanniques, dans l'océan, dans l'Arctique ou bien dans l'océan Atlantique ou à proximité de nos côtes, mais dans les eaux internationales, pendant ce temps, vous avez d'autres navires russes, les navires de la flotte fantôme qui laissent traîner leur ancre près de nos câbles, vous avez les navires océanographiques russes qui font de l'espionnage, etc. Donc avec ces 25-28, j'enlève ceux qui sont coincés dans la mer Noire, eh bien vous avez une formidable arme de diversion sur mer. Bon. Mais il n'empêche que les missiles nucléaires russes, ils ont une portée de 5000 km, comme nous l'expliquait il y a quelques instants Pierre-Olivier. Alors j'ai envie de vous dire, quelle est votre réaction ? Non, mais ce sont ceux qui sont portés par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, pas ceux qui apparaissent au large de nos côtes. D'accord. Comme les nôtres. Comme les nôtres. Oui, nous en avons 4. Oui, bien sûr. Nous, on a des sous-marins, on a en permanence un sous-marin nucléaire lanceur d'engins sous l'eau, et qui a des missiles qui ont les mêmes capacités. Non, l'occupation de ces zones par la marine russe, et je pense qu'il faut décomposer. La marine russe, elle est en assez piteux état, à l'exception de sa sous-marinade, qui est très compétitive et effectivement très dangereuse. C'est probablement le secteur
dans sa composante océanique, où la Russie est la plus dangereuse et la plus compétitive. C'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de la surface de l'eau, et le premier exemple étant leur porte-avions Kuznetsov, dont ils n'ont jamais réussi à faire emploi. La Russie représente un réel danger, et elle le fait pour l'instant sous le seuil de la létalité, notamment, et Vincent Crouzet l'a expliqué, en combinant, et ça c'est le principe de la guerre hybride, avec des moyens civils, donc des vraquiers, des navires dits océanographiques, qui représentent une vraie menace, notamment pour les câbles sous-marins, par lesquels transitent, on l'a souvent répété sur ce plateau, une majorité écrasante de la data Internet, des flux financiers. C'est la vie du monde. Il y a aussi des gazoducs et des éoléoducs sous-marins. Et donc ce chiffre qui a été donné par le journaliste tout à l'heure, 30% de circulation supplémentaire, ça représente un défi pour nous, parce que la marine russe, par ailleurs, elle est extrêmement agressive, et les marins français le rapportent souvent. Utilisation des radars de conduite de tir pour éclairer notamment les aéronefs otaniens, européens, parfois français, avec accrochage avec des navires français également très réguliers. L'amiral Vaujour, qui était sur ce plateau hier soir, expliquait qu'il y a un navire par jour russe qui passe le long de nos côtes. On va l'écouter si vous le voulez bien. Dès que vous appareillez de Brest, vous êtes susceptible de rencontrer un bateau russe. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, il y a plus d'un bateau russe par semaine qui passe le long des côtes françaises dans la Manche, mer du Nord. La loi du plus fort, on la retrouvera en mer. Elle s'applique aujourd'hui partout. Il faut s'attendre à ce que les tôles se froissent. J'ai été corrigé donc par l'amiral Vaujour, effectivement, qui dit plus d'un par semaine et non pas un par jour. Oui. C'est pas des bâtiments de guerre. Ça peut effectivement par moment être des sous-marins qui ne sont plus dilués mais qui émergent afin de se montrer, de se signaler. Mais ce sont très souvent des navires type commerciaux, comme ceux qui ont été arraisonnés par la marine française, le Grinch notamment, et qui ont été amenés à Fos-sur-Mer. Donc c'est vrai que la Russie a perdu, j'allais dire, des ports très importants, que ce soit en mer Noire, on oublie Tartous, en Syrie. La Baltique est devenue un lac otanien depuis l'adhésion de la Finlande et de la Suède, mais elle reste quand même une force importante avec laquelle on doit composer et qui participe à la brutalisation du monde, y compris sur les mers. Alors, je ne veux pas en rajouter, mais s'il balance un missile, on le sait tout de suite, c'est identifié. Je vous parle des Russes, hein. Ah ben oui, un missile, ça passe pas inaperçu. Un missile intercontinental qui part de la mer, c'est repéré immédiatement. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe ? Non, mais c'est là qu'on arrive à la limite de la dissuasion nucléaire. Hein. Parce que si un missile nucléaire est lancé d'un sous-marin nucléaire russe, à partir de ce moment-là, ça veut dire que la dissuasion n'a pas fonctionné. On ne contrôle plus rien. Mais ça veut dire que c'est l'escalade. Oui, exactement. Alors, il y a de nombreux films, je ne vais pas rentrer là-dedans, dans lesquels on vous explique qu'on est capable de savoir, en particulier un très bon film qui s'appelle... House of Dynamite. Non, le film français. Ah non, Le chant du loup. Le chant du loup. Ah, le chant du loup. Dans lequel on arrive... Non, C'est grâce à Hélène qu'on a récupéré parce que dans le chant du loup, on voit à un moment qu'on détermine que c'est un missile qui est parti, mais il n'est pas nucléaire parce qu'il ne porte pas la charge, etc. Et alors, ça peut arriver, ça ? Ça peut arriver. Donc c'est une intimidation d'une certaine façon. Parce que dans le mais cas elle est présent, épouvantable parce qu'en retour, on ne sait pas ce que... Mais dans le cas présent, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas un sous-marin nucléaire russe. D'accord. Bon, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que la dissuasion fonctionne jusqu'au moment où des missiles nucléaires sont lancés. Oui. Parce que là, ça veut dire que la dissuasion s'effondre. Et donc, à partir de ce moment-là, on part à la réplique. Mais je le répète tout le temps sur les plateaux, moi je crois à la dissuasion. Personne ne va être assez fou pour lancer. C'est pour ça que je pense que la remarque sur la différenciation entre les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et les autres est très importante, parce que le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, qu'est-ce qu'il fait ? Il passe, il va dans l'Atlantique Nord, il se planque, il bouge plus. Et il attend pour passer inaperçu et être disponible. Alors que le sous-marin nucléaire d'attaque, lui au contraire, va
essayer d'obtenir du renseignement, d'être en mesure de tirer des missiles type Tomahawk. Enfin, pas pour les Russes, c'est un autre missile. Mais voilà, donc c'est ces deux choses qu'il faut bien séparer. Le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, pour les Russes, l'important, c'est qu'il ait franchi le barrage qu'on a vu tout à l'heure pour aller se planquer quelque part en mer du Nord ou dans le Pacifique, de l'autre côté, puisqu'ils peuvent aller de l'autre côté également, se planquer et ne pas bouger. C'est la meilleure façon de passer inaperçu et d'être toujours dissuasif. Pendant que je vous tiens, eau territoriale, ça veut dire quoi exactement ? Et avec quelles contraintes et quelles obligations? Enfin, c'est une bande. C'est une bande. Si on est chez nous, enfin, Oui, bien sûr, où la loi française s'applique pour les eaux territoriales, tout à fait. Sinon, c'est le droit de la mer. C'est pour ça que. Pardonnez-moi, mais jusqu'au fond de bien la mer. Sûr. C'est une distance à partir des côtes. Donc, dans cette bande d'eau, vous appliquez les règles nationales. Et donc on est chez nous sous la mer à cet endroit-là. Exactement. Dès que vous partez ailleurs, vous êtes dans les eaux internationales. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a un exercice très intéressant, c'est le pétrolier qui a été arrêté au large de Gibraltar, parce qu'il était en eau territoriale, mais il ne remplissait pas les règles internationalement reconnues. Il changeait de pavillon. Et ce sont les Britanniques, puisque Gibraltar, aux grandes dames des Espagnols, c'est toujours britannique, qui l'ont repéré, mais qui n'avaient pas les moyens de l'intercepter. Et il y avait des bateaux français qui n'étaient pas loin, qui avaient les moyens, et qui ont donc appliqué les règles internationales, d'arraisonner, de fouiller, de réaliser qu'effectivement les papiers ne correspondaient pas à ce qui avait été déclaré, et de leur dire, maintenant, direction Marseille, pour pouvoir être mise, un procureur l'a poursuivi, et donc fait la poursuite juridique. Donc ça, c'est ce qui se passe en eau internationale. S'il est dans les eaux territoriales, à partir de ce moment-là, la législation française s'applique, et par exemple, la fouille peut devenir une demande simplement du gouvernement français en disant « je veux savoir ce qui se passe sur ce bateau-là ». Et il n'a pas besoin de faire une faute avant que ce soit le fait. C'est la règle française qui s'applique. C'est très important ce que dit Dominique sur les documents notamment, parce que maintenant il faut attention justement à ne pas trop changer de pavillon de complaisance pour ne pas paraître trop suspect. Mais en revanche, le droit à la mer peut s'appliquer sur des bateaux ayant une cargaison qui ne leur appartient pas vraiment ou qui a été falsifiée à travers des connaissements, les bill of lading qui ont été transformés, modifiés par des agents maritimes véreux à droite ou à gauche, à Chypre ou je ne sais où. Oh bon, non, pas Chypre. Avec de faux certificats d'origine, avec du pétrole qui vient d'un peu partout, mais jamais de Russie évidemment. Et sur la base de la falsification de ces documents, effectivement, on peut intervenir en eau internationale pour arraisonner un navire.